Bien, bonjour à tous. Alors, comme promis, deuxième vidéo sur la méthodologie de résolution de problèmes de mécanique du point avec la deuxième loi de Newton. Donc, vous avez à l'écran les prérequis qui sont globalement les mêmes que la vidéo précédente avec un exemple simple. Ce qu'il y a en plus ici, c'est la résolution d'équations différentielles du premier ordre comme prérequis puisque nous allons en avoir besoin. Et l'exemple donc moins simple dont je vous parlais lors de la dernière vidéo, eh bien, c'est un lancer effectivement donc d'un objet, cette fois-ci qui ne sera plus parabolique, puisque ce lancer va s'effectuer dans un fluide, ce qui sera beaucoup plus proche de la réalité. Alors, ce fluide pourrait être l'air, par exemple. Alors, je vous rappelle les 4 étapes: schématisation, mise en équation, résolution, interprétation. Donc, on commence ici par la schématisation. J'ai pris les mêmes conditions initiales que sur la vidéo précédente avec l'exemple simple. Donc, un vecteur vitesse V0 incliné d'un angle β par rapport à l'horizontale. On peut voir donc les coordonnées, notamment donc de ce vecteur vitesse V0. Et ici, donc, la coordonnée du point M à l'instant t égale 0, qui sera à une hauteur que j'ai notée, donc Z0, comme dans la précédente vidéo. Alors, le fait qu'il y ait un fluide ici autour de l'objet, donc cette fois-ci, ça n'est plus dans le vide, mais ici, vous avez donc un fluide qui entoure totalement donc l'objet qui sera en mouvement, par exemple dans l'air, ça peut être le lancer du poids dans l'air. Vous allez avoir donc une trajectoire ici supposée qui ne sera plus parabolique. On voit, je l'ai un peu écourtée, elle est un peu tronquée, celle-ci. Donc ici, on reprend donc une trajectoire supposée, alors ici, non parabolique. De toute façon, ça, on le verra bien dans la mise en équation. Les différentes forces d'interaction qui agissent donc sur le système étudié, donc le point M qui se trouve à cet endroit à l'instant t considéré. Donc on a toujours le poids P qui aura donc la même expression que dans la vidéo précédente, un moins mg suivant le vecteur unitaire uz, vecteur unitaire donc de l'axe ici vertical. La poussée d'Archimède, puisque dans un fluide il y a 2 types d'interactions, il y a la poussée d'Archimède et les frottements dits fluides. Donc la poussée d'Archimède qui va être moins la masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé fois G, donc le champ de gravitation à l'endroit où on s'en trouve, ce que l'on peut mettre en fonction du vecteur unitaire, masse volumique du fluide, fois le volume de fluide déplacé fois G suivant uz, puisque ici le vecteur champ de gravitation est opposé à l'axe orienté vers le haut uz. Alors ceci avec ρf, donc la masse volumique du fluide. Alors très important de bien avoir conscience qu'il s'agit de la masse volumique du fluide et non pas de l'objet. Et V, le volume de fluide déplacé par la présence de l'objet. Et ça, si l'objet est totalement immergé, ce volume de fluide déplacé, eh bien, il sera égal au volume de l'objet. Alors, je mets quand même entre parenthèses, si totalement immergé, c'est-à-dire si l'objet est totalement entouré de fluide, ce qui est le cas pour le lancer du poids dans l'air. Les forces de frottement fluide, alors on va prendre un modèle assez simple pour ces forces de frottement fluide. On va prendre le modèle dit linéaire, c'est-à-dire que les frottements fluides sont proportionnels au vecteur vitesse. Donc on va pouvoir l'écrire sous la forme force de frottement fluide est égal moins, donc un coefficient de proportionnalité, petit h, fois le vecteur vitesse. Alors, petite remarque supplémentaire dans cette étape schématisation, on a donc dans les forces de frottement fluide l'expression du vecteur vitesse. Donc on va donner l'expression du vecteur vitesse dans le système de coordonnées cartésiennes ici. Donc il y aura une composante Vy suivant Uy et une composante Vz suivant Uz. Alors, on va supposer effectivement que ce mouvement a lieu dans un plan, dans le plan x égale 0, comme dans la vidéo précédente. Le vecteur accélération, pareil, je laisse tomber la composante suivant x. On a bien compris dans la vidéo précédente que celle-ci, de toute façon, était nulle. On va pouvoir l'écrire sous la forme dérivée temporelle première de la composante de Vy suivant l'axe donc Uy, donc Vy point suivant Uy, et même chose
pour la composante suivant Z. Alors, on peut l'écrire de cette façon-là, avec évidemment la composante AY qui s'écrit VY point et la composante AZ qui s'écrit ici VZ point. Bien, alors voilà pour cette étape schématisation, donc un peu rapide ici, mais c'est choses déjà vues dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à vous y reporter si jamais vous avez besoin de plus de précision. Deuxième étape, la mise en équation. Donc notre outil, pour l'instant, c'est la seconde loi de Newton. Donc d'après la seconde loi de Newton, alors j'en profite pour faire un petit peu de rédaction, hein. Si le référentiel d'étude par rapport auquel nous voulons décrire le mouvement est galiléen, donc on va se restreindre ici donc au référentiel d'étude galiléen, n'hésitez pas à regarder les prérequis pour savoir quand est-ce qu'on peut être dans un référentiel galiléen. Et si la masse de l'objet est constante, eh bien à ce moment-là, on va voir la résultante des forces, F, qui va être proportionnelle au vecteur accélération, le coefficient de proportionnalité étant la masse de l'objet étudié. Alors pour la résultante des forces ici, bien, on en a donc un certain nombre. Alors je vais utiliser une notation donc en colonne pour cette résultante des forces. Alors on a P plus Pi plus FF, donc poids plus poussée d'Archimède plus force de frottement fluide est égal à m fois le vecteur accélération. Donc pour le poids, donc je vais me placer, donc, alors je peux écrire dans les trois dimensions de l'espace, donc 0 suivant UX, 0 suivant UY, et le poids n'a qu'une seule composante, c'est moins mg. Donc ça, c'est écrit dans la base cartésienne, c'est-à-dire ux, uy, uz, les trois composantes du poids. On ajoute la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, on voit qu'elle n'a qu'une composante suivant uz. On ajoute les forces de frottement fluide. Donc h moins h fois le vecteur vitesse, donc rien suivant ux, moins h fois vy pour la composante suivant y de cette force de frottement fluide, et moins h fois vz pour la composante suivant l'axe OZ. Donc ceci est égal à m fois donc le vecteur accélération, donc ici qu'on pourrait noter vx point, ce que je n'ai pas noté dans l'expression du vecteur accélération précédente, vy point, vz point. Alors, première petite remarque sur la force de frottement fluide. Vous voyez, dans la vidéo précédente, je vous disais donc surtout pas faire un bilan des interactions à l'instant t initial, à l'instant t final, et surtout pas donc ici au sommet de la trajectoire. Le danger, c'est que si on fait cette représentation au sommet de la trajectoire, on pourrait avoir l'impression que les frottements fluides, à cet instant-là, ne sont proportionnels qu'à la composante de la vitesse suivant l'axe OY, et ça serait une erreur d'oublier le moins HVZ, ce qui pourrait arriver si effectivement donc on ne soigne pas la première étape de la schématisation. Alors on voit ici que bon, il y a un peu de recul par rapport à tout ça. J'ai exprimé tout en fonction donc des composantes du vecteur vitesse parce que je vois bien, enfin j'anticipe, je me doute effectivement que je vais arriver à des équations différentielles concernant notamment les composantes du vecteur vitesse. Alors, la première ligne, on va la laisser tomber puisque ça nous ferait que simplement Vx point est égal à 0, donc Vx est égal à une constante. Cette constante est nulle parce que dans les conditions initiales, c'est ce que nous avons. On retrouverait effectivement donc x à l'instant t est égal à 0, donc à tout instant t, le mouvement a bien lieu dans le plan x égale 0. Donc la première, on la traite assez vite. Ça veut simplement dire, si on va jusqu'au bout, ici, on a un mouvement dans le plan x égale 0. Donc, ce que je viens de dire oralement, sans l'avoir écrit au niveau des équations mathématiques et de la résolution. Voilà. Donc ça, on a déjà une première interprétation donc, de cette mise en équation. Et on va la laisser tomber tout de suite pour la résolution et on va résoudre les deux équations suivantes. Donc, troisième étape, résolution
donc, des équations qui nous intéressent ici. C'est-à-dire, je vais avoir un jeu de deux équations. La première, on voit qui est assez simple finalement, hein. On a une équation différentielle qui va pouvoir s'écrire sous la forme Vy point plus h sur m Vy égale 0, équation différentielle donc du premier ordre, sans second membre. J'ai simplement rapatrié le terme moins h Vy du même côté de l'égalité que le terme en Vy point. J'ai tout divisé par m pour obtenir cette première équation différentielle. La deuxième équation différentielle, elle n'est pas beaucoup plus compliquée. On va voir Vz point. Donc je fais en fait les mêmes opérations, hein, plus h sur m Vz, sauf que cette fois-ci, il y a un second membre qui est non nul, et ce second membre, donc ça va être moins mg plus ρf fois v fois g. Donc ici, je n'oublie pas de diviser par m, donc moins g plus masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé divisé par la masse de l'objet fois g. Donc on voit qu'on pourrait mettre g en facteur. On pourrait très bien aussi poser que tout ce terme-là est une constante, ce qui va nous permettre dans l'écriture d'avoir quelque chose donc d'un peu plus simple. On va poser par exemple la constante c qui va être égale donc à g fois masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé sur la masse de l'objet moins 1. Alors, ça c'est simplement pour ne pas avoir à réécrire cette constante à chaque ligne de calcul dans la résolution. Bien, alors, deux équations différentielles, une première, une deuxième. Donc on va s'intéresser d'abord à la première équation différentielle. Donc vous avez vu en mathématiques, mais aussi en physique, hein, que la forme de la solution d'une équation différentielle du premier ordre, ici sans second membre, va pouvoir s'écrire sous la forme, donc Vy va être une grandeur donc dépendante du temps, une certaine constante, que j'ai notée A ici, exponentielle, donc moins t sur taux, à condition de poser taux est égal à l'inverse de ce terme, parce que si on regarde un petit peu, on voit bien que h sur m a la dimension de l'inverse d'une durée, parce que ici j'ai des mètres secondes moins 2 dans Vy point, donc ça c'est les dimensions d'une accélération, Vy a la dimension d'une vitesse, donc mètres secondes moins 1, donc pour obtenir des mètres secondes moins 2, je suis obligé ici de multiplier par des secondes moins 1. Alors, je rappelle qu'on ajoute en physique, comme partout ailleurs d'ailleurs, des grandeurs de même dimension, hein. On ne peut pas ajouter des mètres à des secondes, hein. On ajoute des mètres à des mètres, on ajoute des mètres secondes moins 2 à des mètres secondes moins 2. Donc, cette observation-là, donc ça peut vouloir dire qu'on pose taux. Taux, alors c'est la lettre grecque qui est assez souvent utilisée pour des durées caractéristiques, est égal à m sur h. Et ça, c'est une durée caractéristique de l'évolution de la vitesse. En secondes, bien entendu. Et c'est celle qu'on retrouve ici dans la forme de la solution de l'équation différentielle. Bien, alors, grand A, ça c'est une constante qui est à déterminer avec les conditions initiales. Alors, que savons-nous des conditions initiales ici? Il faut regarder donc le schéma, la première étape sur la schématisation, nous dit que Vy à l'instant t égale 0. Donc si vous retournez un petit peu sur le schéma, la composante selon Vy, c'est V0 cosinus bêta. C'est ici donc sous le triangle en jaune. Donc Vy à l'instant t égale 0 est égal à V0 cosinus bêta. Dans cette équation que l'on vient d'écrire, donc cette forme de solution de Vy, ça doit être vrai à tout instant t, donc ça doit être vrai aussi à l'instant t égale 0. Si je remplace t par 0 là-dedans, je vais trouver a fois exponentielle 0, donc a fois 1. Donc en fait ici, en utilisant cette relation, j'en déduis que la constante a est égale à V0 cosinus bêta. Donc on a une première information, c'est que Vy de t, donc l'équation horaire selon OY pour la vitesse, va pouvoir s'écrire sous la forme V0 cosinus bêta multiplié par exponentielle moins t sur taux. Voilà. Donc ça,
C'est une première chose. On résout la deuxième équation, donc de la même manière, sauf qu'ici, il y a un second membre. Donc, je vous rappelle que dans la résolution d'une équation différentielle, donc du premier ordre ici avec second membre, on cherche une solution particulière à laquelle on doit ajouter donc, la solution de l'équation sans second membre. Donc, Vz de t, donc on va avoir du même type pour l'équation sans second membre une solution de la même forme qu'au-dessus, donc avec une constante qui sera sans doute différente. Donc, une forme en b exponentielle moins t sur tau. B, ça sera une constante à déterminer avec les conditions initiales, à laquelle je dois ajouter donc une solution particulière. Alors, la solution particulière, équation différentielle du premier ordre avec un second membre constant. Donc, on cherche une solution particulière telle que Vz soit une constante. Si Vz est une constante, ça veut dire que Vz point est nul. Donc, ici, j'ai Vz sur tau égale à C. Alors, donc, Vz, la solution particulière, ça sera C fois tau, ici, plus C fois tau, avec C qui est égal à G fois masse volumique du fluide fois le volume sur la masse moins 1, donc le terme que nous avions posé précédemment, et tau qui est égal donc à M sur H. Donc, en fait, cette solution particulière, on la connaît, ça dépend des caractéristiques du phénomène. Bien mettre cette solution particulière avant d'aller utiliser les conditions initiales, sinon on aboutirait à quelque chose de totalement erroné. Maintenant, je vais utiliser les conditions initiales sur la solution globale, donc ce qu'on appelle la solution générale de cette équation différentielle. Et nous savons, d'après le schéma que nous avons fait, que Vz à l'instant t égale 0, eh bien c'est égal à V0 sinus bêta. Ceci, ça doit être égal à Vz à l'instant t égale 0 de cette forme de solution. Donc ici, on voit chez b fois 0, enfin b fois exponentielle 0, pardon, donc b fois 1, plus c fois tau. Vous voyez bien, c'est ce terme-là qui n'est surtout pas à oublier ou à faire dans le désordre, sinon on aurait totalement faux. Ce qui nous donne l'expression donc de la constante b qui va être égale donc à V0 sinus bêta moins c fois tau. V0 sinus bêta moins c fois tau. Voilà la constante d'intégration b dont nous avons besoin pour exprimer totalement Vz de t. Donc Vz de t est égal à V0 sinus bêta moins c fois tau, tout ceci facteur de exponentielle moins t sur tau, plus c fois tau. Bien, donc on voit, on n'a que les équations horaires ici, donc concernant donc, la vitesse. L'idée, c'est d'avoir les équations horaires des composantes du vecteur position. Ce qui veut donc dire que pour avoir y de t, je vais devoir prendre la primitive de vy. Alors, petit rappel mathématique, hein, quand vous avez donc une fonction en exponentielle, donc a fois t, si vous prenez la primitive de la fonction exponentielle moins a fois t, donc ici la primitive, ce sera 1 sur a fois exponentielle a fois t. Donc là, c'est l'opération de la primitive. Ce que je vais appliquer donc ici avec exponentielle moins t sur tau, c'est-à-dire avec petit a est égal à moins 1 sur tau, ce qui nous donne finalement pour y de t, donc on cherche la primitive de vy de t, donc le terme qui est devant v0 cosinus bêta est un terme constant, primitive de exponentielle moins t sur tau, donc 1 sur a, donc avec petit a qui est égal à moins 1 sur tau, donc multiplié ici par moins tau, hein, exponentielle moins t sur tau, plus une constante d'intégration que je vais noter par exemple ici, donc C1. Cette constante d'intégration, on utilise les conditions initiales. Sur le schéma, je sais que y à l'instant t égale 0 égale 0. Je remplace ici t par 0 dans cette expression. Ça veut dire que je vais faire apparaître ici un exponentiel 0. Exponentiel 0, ça fait 1. Donc, ça sera égal à C1 moins
taux fois V0 cosinus bêta. En d'autres termes, ça veut donc dire que la constante C1 que je cherche est égale à V0 fois taux fois cosinus bêta. Voilà la constante d'intégration ici, C1. Donc au final, on a une équation horaire y de t, vous voyez, qui n'est pas simple du tout. Alors on peut mettre un petit peu en forme, hein, C1 V0 fois taux fois cosinus bêta. Ici, j'ai un V0 fois taux fois cosinus bêta. Donc je vais mettre en facteur V0 fois taux cosinus bêta. Tout ça facteur donc de 1, ça c'est la constante C1, moins exponentielle moins t sur taux. Première équation horaire, beaucoup moins simple que dans le cas où on ne prend pas en compte donc les interactions avec l'air qui entoure. Hein. Et pour la deuxième équation horaire, c'est-à-dire pour z de t, on peut prendre le même schéma. On part de l'expression de Vz de t. On doit donc prendre la primitive de ceci. Donc je pars sur la même idée. Hein. Donc la primitive de ce terme-là, donc on a pardon, V0 sinus bêta moins c fois taux, ça c'est une constante, multiplié par la primitive de l'exponentielle moins t sur taux, donc c'est la même chose que précédemment, donc multiplié par moins taux exponentielle moins t sur taux, plus la primitive de c fois taux, donc c fois taux fois c, plus une constante d'intégration que je vais appeler C2. Et c'est cette constante d'intégration qu'on va devoir donc déterminer avec les conditions initiales. Donc je me reporte encore une fois au schéma. Alors c'est pas Y ici cette fois-ci, hein, c'est Z. Z à l'instant t égale 0 sur le schéma, c'est ce que nous avions noté, Z0. Je remplace t par 0 dans toute cette expression-là, ce qui va nous donner donc, alors C2 va rester, C fois taux fois 0, ça part, exponentielle 0, ça fait 1, donc C2 moins taux facteur de V0 sinus bêta moins C fois taux. On a donc ici une constante d'intégration C2 qui est égale à Z0 plus taux facteur de V0 sinus bêta moins C fois taux. Donc vous voyez, on a tout intérêt à poser des constantes, parce que si je n'avais pas posé la constante taux est égale à M sur H et la constante C est égale donc à G facteur de la masse volumique, etc., on aurait eu des expressions beaucoup plus compliquées à écrire, malgré que celles-ci restent des constantes. Ce qui nous donne comme deuxième équation horaire, donc Z de t. Alors voilà, donc on doit ajouter C2 ici, donc on a Z0 plus taux fois tout ça. Donc le taux facteur de V0 sinus bêta moins C fois taux, je vois que je retrouve ça dans la première partie de l'expression de Z de t. Donc c'est ce que je vais mettre en facteur, hein, pour essayer de lui donner une forme un tout petit peu plus sympathique que ce que ça peut avoir. Donc V0 sinus bêta moins C fois taux, donc taux fois tout ceci, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, on retrouve un peu la même forme que la coordonnée précédente, plus C fois taux fois t, et j'oublie pas ici donc le plus Z0 que je n'avais pas écrit, que je n'avais pas mis en facteur ici. On a donc ici la deuxième équation horaire. Alors vous voyez, c'est beaucoup moins sympathique comme équation horaire que dans le premier cas où on ne tenait pas compte des interactions avec l'air. Donc là, vous avez ces deux équations horaires. Alors, inutile de vous dire que il est hors de question d'aller chercher l'équation de la trajectoire, hein, c'est-à-dire exprimer t à partir de la première équation. Alors, vous imaginez déjà un petit peu l'expression de t, ça irait encore, et injecter cette expression de t dans la deuxième équation. Alors évidemment, ce n'est pas une trajectoire connue, en tout cas pas une trajectoire aussi repérable que la trajectoire parabolique. Donc on voit que ici, si on essaie d'exprimer z en fonction de y, on va tomber sur quelque chose qui va être extrêmement compliqué.
Donc voilà pour la résolution. Alors, interprétation, déjà un peu tout dit au fur et à mesure. On va rappeler quelques éléments essentiels pour cette interprétation. Alors, je rappelle que tout ceci donc, est vrai à condition que le référentiel qui sera a priori le référentiel terrestre soit galiléen, sinon ça n'aurait plus de sens. Il faudrait ajouter d'autres forces qui s'appellent les forces d'inertie, ça compliquerait encore les choses. Donc ça c'est valable dans un référentiel galiléen. Pour un objet de masse constante, au niveau d'interprétation, ce qu'on peut dire, c'est que les composantes du vecteur vitesse varient de façon exponentielle. Donc ça, à la limite, c'est encore gérable. On pourrait s'amuser donc à faire des graphiques d'évolution des deux composantes du vecteur vitesse. Par contre, donc, les composantes du vecteur position sont un peu complexes. On voit qu'on a une compétition pour la deuxième composante entre une fonction linéaire et une fonction exponentielle. Donc on a la somme des deux. Donc on pourrait là aussi s'amuser à étudier ces graphiques. Bon, par contre, on peut dire ici, donc, en termes d'interprétation, je l'écris tel quel, hors de question d'aller chercher à exprimer la trajectoire, c'est-à-dire z en fonction de y. On comprend bien pourquoi. De toute façon, ça sera un peu inutile, mis à part si ça devient un sujet de recherche auquel on s'intéresse tout particulièrement, mais ça n'a pas d'intérêt puisque analytiquement, on ne saurait pas l'interpréter. Bien, alors voilà pour cet exemple bien plus compliqué que le précédent. Ça sera tout pour aujourd'hui. On fera sans doute d'autres exemples pour appliquer cette méthode dans d'autres vidéos un peu plus tard. À bientôt.